Audio. Storybox Audio. Hello, chers leaders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette conversation spéciale. J'ai avec moi un invité de marque. Écoutez, il nous parlera de leadership. Et comme vous le savez, le but, c'est de vous ajouter de la valeur en amenant dans cette conversation des invités de marque, des experts dans différents domaines. Mais avant de vous le présenter, j'aimerais simplement vous rappeler que nos 2 livres sont disponibles, La beauté et les dangers des relations. Découvrez comment les relations affectent votre vie et comment vous pouvez tirer profit d'elles. L'autre livre intitulé Le leadership personnel, expliqué à tout le monde 11 étapes pour libérer le leader qui sommeille en vous. N'hésitez surtout pas à vous procurer ces livres et je crois qu'ils transformeront vos vies. Alors, sans plus tarder, je présente notre invité. Bonjour. Monsieur Alex, coach. Bonjour. Alex. Merci. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un privilège de t'avoir. Non, je t'en prie. Merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis coach certifié en développement personnel. Je suis consultant en croissance des entreprises et spécialiste en marketing. Et au-delà de ça, à côté de ça, je suis aussi entrepreneur. J'ai une entreprise, par exemple, spécialisée dans le marketing digital, Digital Marketing School, un centre de formation en marketing digital qui est basé au Burkina, au Mali, au Bénin, au Gabon et aussi au Congo-Brazzaville. Et j'ai aussi un cabinet de consultation avec lequel je travaille avec les entreprises pour l'élaboration des stratégies et autres. Donc, voilà qui je suis. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé? D'où vient cette passion de vouloir former les autres? Partant de mon histoire, je me suis retrouvé à 19 ans dans la rue où j'avais pas de maison, j'avais pas de toit, j'étais au Bénin. Et étant anglophone, je comprenais même pas bien le français ni la langue locale. Et je me suis retrouvé dans la rue, je fouillais dans les toilettes, dans les poubelles pour chercher à manger. Et après, bien sûr, j'ai travaillé dans une toilette publique où je nettoyais les toilettes et j'habitais dedans à l'intérieur. Et c'était en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, c'était ma vie, ça. J'étais complètement néant, j'étais vraiment rien. Plusieurs fois, j'ai mendié pour trouver à manger. Mais je suis content que quand tu présentais les livres tout à l'heure, en étant dans cette toilette publique, j'étais passionné de la lecture. Donc, j'ai découvert qu'il y avait du trésor dans les livres de développement personnel, principalement. J'ai commencé à lire dans les toilettes publiques et qui changeait déjà mon mindset. J'allais aussi, bien sûr, à l'église et les enseignements que je recevais, tout ça travaillait en moi et me faisait comprendre que j'étais plus que ce que je traversais. Et j'ai commencé à appliquer ces principes. Et quand je commence par réussir, je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager ce que j'ai découvert qui peut aider aussi les autres? Comment dire que le succès est comme un coffre-fort? Lorsque vous mettez le code, ça s'ouvre. Peu importe qui mette le code. Si vous êtes blanc, vous êtes noir, le coffre-fort ne vous demande que est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que tu es américain? Non, c'est le code. Si je te donne ma carte bancaire, ma carte bancaire, et que tu as devant un distributeur, le distributeur ne va pas demander si c'est besoin. Lui, tu connais le code, tu mets dedans, l'argent va sortir. Donc, je partage le même principe que moi-même j'ai reçu et qui m'ont aidé. Et depuis toutes ces années, j'aide les gens aussi avec les mêmes principes qui m'ont aidé. Wow. Alors, on va se focaliser sur le leadership. Ouais. C'est qui un leader pour toi? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui apporte une solution à un problème dans la société et qui devient, à partir de là, une inspiration pour les autres.
C'est pour moi, un leader n'est pas forcément un chef ou un patron ou quelqu'un qui a un poste de leadership, mais plutôt quelqu'un qui a su identifier un problème, qui a apporté une solution. Un leader, pour moi, c'est quelqu'un que sa vie est un modèle pour les autres. Sa vie est une source d'inspiration. Et un leader, pour moi aussi, c'est quelqu'un qui libère ses potentiels pour accompagner, pour apporter un plus à l'humanité. Si grâce à toi, les gens peuvent manger, tu es un leader. Si grâce à toi, les gens peuvent mieux voir, mieux percevoir, mieux s'habiller, tout ça, tu es un leader. Donc, si, comme Miles Monroe dit, que le cimetière est l'endroit le plus riche parce que beaucoup sont morts avec leur potentiel. Beaucoup sont décédés, beaucoup sont morts avec ce qu'ils transportent en eux. Et la chanson que tu devais chanter a été enterrée. Donc, le livre que le monde n'a jamais lu, l'entreprise que le monde n'a jamais connue, tout ça, les gens sont morts avec ça. Et celui qui décide de ne pas mourir avec son potentiel et qui sort ce potentiel et qui en fait de ça une source d'inspiration pour les autres est un leader. Alors, j'aime bien, et tu as commencé tu as mentionné Miles Monroe. Je ne sais pas si tu as entendu parler du concept des 1%. Voilà, il y a 1% des leaders qui dirigent le monde, 1% de la population qui profite des richesses du monde. La question que j'ai envie de poser est de savoir pourquoi est-ce que la majorité des êtres humains ne libèrent pas leur potentiel et ne deviennent pas leaders. Oui, je connais le concept d'1% et la majorité, bien sûr, de nos frères et sœurs passent à côté de certaines réalités. Et la plupart aussi du temps, c'est pas leur faute parce que c'est une question au fait d'exposition. C'est ce à quoi tu es exposé que tu développes. Tu deviens ce que tu vois. Tu deviens ce que tu entends. Et moi, je n'arrête jamais de remercier ceux qui m'ont exposé à cette réalité que c'est vrai qu'Alex, tu te vois au sol, mais tu appartiens au sommet. Et ce dont tu as besoin est en toi. Ce n'est pas à l'extérieur de toi. Le monde peut venir frapper à ta porte si tu développes qui tu es. Donc, pour que je développe qui je suis, il faut que d'abord que je découvre qui je suis. Donc, ceux qui sont les 1%, c'est ceux qui ont d'abord fait un voyage en eux-mêmes, qui ont fait la découverte de soi. Je suis tant, je peux faire tant, je suis capable de faire tant et de devenir une inspiration pour les autres. Bill Gates, on lui a posé la question, est-ce que tu as toujours voulu devenir l'homme le plus riche? Bill Gates a dit non, je voulais juste aider l'humanité. Et pendant qu'il pensait à aider l'humanité, l'argent de l'humanité venait vers lui. Donc, il devient l'homme le plus riche. La même chose avec Elon Musk. C'est les gens qui pensent aux autres. C'est les gens qui pensent aux autres. Et penser aux autres veut dire, j'ai quelque chose à offrir aux autres. Et la plupart des gens ne pensent pas ainsi. Qu'est-ce que je peux offrir aux autres, mais plutôt qu'est-ce que je peux gagner des autres. Donc, la petitesse d'esprit, c'est ce qui nous amène à penser qu'est-ce que je peux gagner des autres. Qu'est-ce que je peux avoir. Donc, ils sont tellement concentrés à ce qu'ils peuvent avoir qu'ils n'ont jamais ça et ils finissent toujours petits, ils finissent pauvres. Mais les grandes personnes ont compris que non, c'est qu'est-ce que je peux offrir. Parce que si je peux offrir de la valeur, comme ce que tu es en train de faire, avec ce podcast, tu es en train d'offrir, tu es en train de donner. Et tu auras un retour. Parce que c'est la loi de la semence. On sème, on récolte. Et on ne récolte jamais ce qu'on a semé. Donc, il faut avoir cet état d'esprit d'offrir, de donner. Même la Bible dit que it is more blessed to give than to receive. Oui, que c'est mieux, il est plus béni de donner que de recevoir. Donc, nous devons avoir l'état d'esprit de donner. Et donc, les 1% qui gouvernent le monde, qui dirigent le monde, c'est les gens qui pensent à donner. J'ai une idée. Comment cette idée peut améliorer la vie des gens? J'ai un projet. Comment ce projet peut améliorer la vie des gens? Pas comment est-ce que ça peut me rendre riche, mais plutôt comment est-ce que ça peut aider les autres. Je traverse un problème. J'arrive à avoir de la solution. Maintenant, je dis comment est-ce que je peux inspirer les autres, aider les autres qui traversent le même problème
à utiliser les mêmes techniques et mêmes principes que moi pour avoir le succès. C'est aussi simple que ça. Donc, être exposé. Et moi, comme je disais tout à l'heure, j'étais dans cette toilette publique, mais à mes temps libres, je lisais les livres. Je suis quelqu'un qui prend un livre, qui consomme ça en espace de quelques heures, sans se lever de son siège. Je suis assis, je lis du début jusqu'à la fin, et puis maintenant je dis, waouh, j'ai pris encore du trésor. Je voyage, j'achète des livres de centaines de mille et je suis content. Parce que aller à l'école de ces personnes qui ont réussi, pour moi, c'était le plus important. L'école normale, l'école académique vient après. Pour moi, le plus important était l'école de la vie. Pour comprendre la vie, les principes de la vie, les stratégies de la vie, comment est-ce que je peux me positionner, quel est le mindset à cultiver. Et lorsque vous passez à côté de ça, et que vous ne comprenez pas que la richesse que vous recherchez au dehors est en vous, vous passez à côté, vous finirez pas être pauvre. Et vous finirez pas être en bas, pas être dans les 99%. Et il y a, voilà, une vidéo que tu réalises aujourd'hui. Je sais pas quelle est la fréquence, mais avec les différents coachs, les différents experts, très riches en contenu, mais certaines personnes ne regarderont pas. Ils vont préférer regarder la comédie et rire. Oui, et rire. Ils vont préférer investir leur temps dans la comédie qui n'apporte pas de la valeur à leur vie. Donc, quel est le choix que vous faites? La qualité de notre choix détermine la qualité de notre avenir. Donc, faites le choix de s'exposer aux connaissances de valeur. Faites le choix de s'exposer. Moi, j'ai dû donner ma télé une fois quand j'ai compris que, c'est ça la vérité. Je suis arrivé à la maison, j'ai pris la télé, je suis allé donner ça. Parce que c'est un choix d'être à la télé ou d'être devant la télé. Wow. Et ceux qui deviennent grands, les 1%, ce sont ceux qui sont à la télé, pas devant la télé. Et pour être à la télé, il faut sacrifier son télé. Merci. Pour être dans les 1%, il faut sacrifier sa télé. Oui, sa télé. Pour être dans la télé. Est-ce que parce que moi ce que j'ai fini par découvrir en lisant, par exemple, Dr. Miles Monroe, et quand il dit que le monde est dirigé par les personnes qui sont mortes, parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train d'appliquer leur philosophie. Et quelque part, ce que je crois, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne deviennent pas les leaders qu'ils doivent devenir, c'est parce qu'elles croient aux mauvaises philosophies, aux mauvais concepts qu'on a enseignés sur le leadership. Et quelque part, je ne sais pas, est-ce que tu crois que le leadership est réservé à une catégorie de personnes, ou est-ce que tu crois que en chaque être humain se cache le potentiel de devenir leader? Tu touches un point sensible. Chacun de nous a du potentiel. Pour moi, je vais toujours tirer mes exemples de la Bible parce que c'est notre modèle. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Il n'y a pas d'une catégorie de personnes. Donc, tout le monde a la capacité d'être le sel de la terre. Une université aux États-Unis qui s'appelle Salt University a fait une étude et se sont rendus compte que le sel a 14 000 utilités. On peut utiliser le sel pour 14 000 différentes choses. C'est à ça que tu es comparé. Wow. Ça veut dire que j'ai un potentiel illimité. J'ai écrit dans l'un de mes livres une femme sud-africaine qui a écrit 1005 livres. Wow. 1005 livres et à l'intérieur d'un être humain. Et imagine si David Beckham était secrétaire. Ouais. Imagine si Usain Bolt était un chauffeur. C'est les gens qui ont découvert leur couloir. Et chaque personne a sa place. À ta place, tu es imbattable. Que si chacun peut découvrir sa place, il devient un leader. Tu es leader dans un espace donné. Tu n'es pas leader partout. Tu me mets sur le terrain, tu vas te moquer de moi. C'est comme si tu demandes au poisson de grimper l'arbre. Donc, demander au poisson de compétir avec le singe et grimper l'arbre. Tu vas traiter le poisson d'imbécile. Qu'il est impuissant, il est incapable. Il est incapable là. Il est bête. Mais ailleurs, c'est un génie. Mais il faut que le poisson se retrouve dans l'eau pour sortir. Pour te montrer qu'il est génie. Mais en dehors de l'eau,
C'est comme si tu prends l'oiseau et tu le mets dans une cage. Automatiquement, tu tues ses capacités. Donc, c'est là où nous avons nos problèmes. Beaucoup de personnes ne sont pas à leur place. Et lorsque tu ne mets pas à ta place, tu es déplacé, tu es en dehors de ta place, tu es disgracé. Parce que tu as perdu ta place. Parce qu'en ta place te trouve la grâce. Chacun a été comblé, outillé avec un certain nombre de grâces pour sa place. Donc, tu as la facilité d'accomplir de grandes choses, mais à ta place. Et ce qui fait que beaucoup sont frustrés. Donc, tu vas à l'école, et l'école, le mot éducation veut dire educere, en latin, qui veut dire en vérité sortir le meilleur de quelqu'un. Mais qu'est-ce que notre école nous fait? On nous enseigne beaucoup de choses sauf nous-mêmes. Donc, le gars, il a la maîtrise, mais il n'a pas la maîtrise de soi. Il connaît beaucoup de choses, la seule chose qu'il ne connaît pas, c'est lui-même. Donc, on l'a tellement exposé des choses. Mais il n'y a jamais eu une seule matière qui dit aujourd'hui, nous allons parler de toi. Ce qui fait qu'il se retrouve à 25 ans, avec une licence ou un master à 30 ans, il se demande à quoi je sers même dans cette vie. Je suis venu faire quoi? Je suis venu faire quoi sur la terre? Donc, en dehors de ta place, tu perds ton leadership. Tu es un leader dans un espace donné. C'est là-bas que tu es imbattable. Maintenant, parlons du fait que nous sommes guidés, dirigés, orientés, gouvernés par les morts. Bishop, l'évêque, Oyedepo, David Oyedepo dit, l'Africain marche avec ce qu'on appelle l'intelligence traditionnelle. L'intelligence traditionnelle, soi-disant, mon arrière-grand-père a dit à mon grand-père, et mon grand-père a dit à mon père, et mon père m'a dit que on ne fait pas comme ça. Maintenant, il dit, ton arrière-grand-père, qu'a-t-il inventé? Il est qui? Qu'est-ce qu'il a créé? Est-ce qu'il a inventé quelque chose? La caméra, il a inventé? La voiture, il n'a rien inventé. Et c'est lui qui vous donne des théories sur lesquelles vous devez vous marcher. Vous ne vivez même pas dans les mêmes réalités économiques. Ces réalités sont différentes de telles réalités. Et c'est en fonction de lui, ces réalités, il y a plus de 50 ans que tu vas marcher et que tu vas accepter de diriger ta vie. Je préfère être à l'écoute de Bill Gates qu'à l'écoute de mon père biologique. Parce que le résultat de Bill Gates, c'est ça qui m'inspire, pas le résultat de mon père biologique. Et aujourd'hui, mon père biologique n'a même pas fait plus que 2 pays. Le Nigeria, le Bénin. J'en ai déjà fait une dizaine. J'ai des entreprises dans 6 pays. Donc maintenant, comment est-ce que je vais suivre l'exemple de quelqu'un que j'ai déjà dépassé? Il y a un problème. Sam Walton, le PDG de Walmart, crée un supermarché, le plus grand supermarché au monde entier. Et quelqu'un crée un supermarché aussi, et c'est son père qui n'a jamais créé un supermarché qui va lui donner des conseils. Tu vas pas aller lire le livre de Sam Walton qui a créé le plus grand supermarché? Donc, la soif pour la connaissance, c'est ce qui fait les leaders. Sam Walton était en Afrique du Sud et il était sorti. À quelques minutes plus tard, quelques temps plus tard, on appelle son ami. Ah, bonjour, vous êtes l'ami de Sam Walton? Il dit oui, venez au commissariat. Commissariat. Il débarque au commissariat et dit, ça ne va pas chez vous. Qu'est-ce que vous avez? Vous arrêtez ça. Vous savez qui il est? Un milliardaire américain. Le PDG dit, ah, vous ne savez pas, excusez-nous. Mais pourquoi vous l'avez arrêté? On l'a trouvé au sol, par terre, dans un supermarché. Ah, Sam, qu'est-ce que tu fais dans un supermarché? Un petit supermarché en Afrique du Sud. Tu vois qu'il y a les grands supermarchés aux États-Unis. Il dit, je suis curieux, je voulais savoir qu'est-ce que ces Sud-Africains savent que je ne sais pas. Donc, j'étais en train de mesurer, calculer, analyser. Toi, à ton niveau, tu viens apprendre encore. Donc, la soif pour la connaissance vous permet de libérer le leadership qui est caché en vous. Vous êtes plein de semences mobiles. Tu es un milliardaire qui n'a rien dans la poche. Parce que tes milliards sont en réalité cachés au fond de toi à l'intérieur. La femme de Potiphar a arraché le costume de Joseph, mais ne pouvait pas arracher sa capacité à traduire et interpréter les rêves. Et c'est ça, sa puissance, son leadership.
C'est grâce à ça qu'elle a dominé le monde. Elle a arraché son corps, mais elle ne pouvait pas arracher son rêve. Elle ne pouvait pas arracher son talent de gestion parce qu'il avait la capacité de gérer. Elle ne pouvait pas arracher ça. Et c'est ça qu'elle... Donc, peu importe ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, les circonstances de votre vie, la semence est toujours là. La semence est toujours là. Alors, tu as parlé de soif. Tu as parlé de soif et tu as parlé... Et là, ce qui m'amène à ma question. Comment être dans un environnement qui favorise notre croissance et notre développement pour devenir ces leaders qu'on doit devenir. Parce que après, c'est vrai que moi je crois que on vit dans un environnement, dans nos pays africains, dans nos familles, on vit avec des personnes qui ne croient pas en nos rêves, qui ne croient pas en nos capacités. Et donc, comment faire pour quitter cet environnement négatif et être dans un environnement où on peut facilement faire émerger ce leader? Je vais commencer par le haut. Nous avons, ce qui est clair, un problème sérieux en ce qui concerne notre éducation, qui ne répond pas aux attentes de la société, ni les exigences de la société. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut aller à l'école, avoir un master et être incapable de savoir ce qu'on appelle vision. Il n'a, si c'est pas ce qu'on appelle vision, il n'a jamais entendu parler. Le but, il sait pas. Les 5 questions de John Miles, de Miles Monroe, il connaît pas. Et comment même gérer sa relation, il connaît pas. C'est pas dans notre curriculum. Et c'est grave. La gestion financière, l'éducation financière, l'intelligence émotionnelle, c'est pas dans notre curriculum. Et nous, disons que nous voulons créer un avenir. Quel avenir? Les gens seront toujours vides. Les gens seront toujours ignorants. Parce que l'essentiel n'est pas enseigné. Disons même que ce qui est, comment il s'appelle? Robert Kiyosaki a écrit un livre. If you want to be rich and happy, don't go to school. Si tu veux être heureux et riche, ne va pas à l'école. So, maintenant, on descend en bas parce que chaque personne a la responsabilité de sa vie. Comment est-ce que je crée ou je me retrouve dans un environnement qui m'aide pour pouvoir réaliser mon rêve? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le digital nous a rendu la vie facile. Si cette vidéo est mise en ligne, les gens peuvent regarder ça jusqu'au Tchad. Et l'Internet, aujourd'hui, c'est la chose la plus accessible. Donc, les gens peuvent regarder ça n'importe où. Il y a ce qu'on appelle l'University of YouTube. L'université de YouTube. Parce que aujourd'hui, YouTube constitue une université qui peut vous permettre de devenir un expert dans n'importe quel domaine donné de votre vie. Mais qu'est-ce que vous regardez? Parce que ce que tu regardes détermine qui va te regarder demain. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi tu consacres ton temps? Le peu de temps que tu as quand tu vas sur les réseaux sociaux. J'ai posé une question un jour sur Google, sur Facebook. J'ai demandé entre votre université et Google, qui est plus responsable pour votre vie aujourd'hui et votre niveau de connaissance professionnelle? À 99%, Google. Et tu n'as pas encore compris que c'est une école? Google est carrément une école et tu peux aller là-bas. Mais qu'est-ce que les gens cherchent? Comment préparer tant? Comment trouver son meilleur, son aimant? Comment tomber amoureuse comment perdre des choses inutiles? Et tout ça, on peut vérifier. Les statistiques sont là. Quel est le site le plus visité? Qu'est-ce que les gens recherchent le plus? Quelles sont les vidéos les plus regardées? Les statistiques sont là. C'est dommage qu'on constate que, que dans certaines régions, lorsque vous regardez les statistiques, vous voyez que c'est les clips vidéo de musique qui sont les plus regardés. Dans une génération comme la nôtre, les clips vidéo les plus regardés sur YouTube, c'est des clips vidéo des artistes. C'est pas mauvais, pourquoi pas, mais en quoi ça t'aide à réaliser ton rêve? Tu es un artiste, tu es un entrepreneur et tu passes des heures à écouter musique. C'est musique que tu veux chanter aux clients. Il y a la gestion financière de ton entreprise. Il y a la gestion de la clientèle. Il y a la gestion juridique. Il y a la gestion
de l'approvisionnement. Tu ne cherches pas ça. Tu cherches plutôt à écouter de la musique. Donc, il y a un problème de priorité. Ça veut dire que tu es en train de tuer toi-même ton rêve. Donc, on n'a pas besoin forcément, entre griffes, de se déplacer. On peut se déplacer sur son téléphone. Si tu as accès à un téléphone, tu peux te déplacer. Moi personnellement, il y a des chaînes YouTube, des pages Facebook où je me suis abonné exprès. Et je suis, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui doit sortir ou un document, je dois m'abonner à ça. Je dois lire ça. Je dois regarder ça. En toute humilité, il y a des vidéos que j'ai regardées au minimum 100 fois. Au minimum, la même vidéo, j'ai regardé ça 100 fois parce que je voulais obtenir la totalité de ce qui est dedans. Et je pense que les vidéos comme ça, les gens doivent regarder une fois parce que on dit beaucoup de choses en quelques secondes. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de se déplacer physiquement. Sinon, les gens donnent des excuses. Ah, il faut que j'aille aux États-Unis. Il faut que j'aille en France. Ta vie, c'est pas France qui va te changer. Le changement vient de l'intérieur. Archbishop Benson Idahosa a dit, a lizard in Nigeria cannot become a crocodile in London. Un lézard au Nigeria, c'est-à-dire au Gabon, ne peut pas devenir crocodile à Londres. Tu restes toujours lézard, tu restes toujours animal. Il faut que le mindset change pour que tu puisses produire un nouveau résultat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en anglais, on dit audit your friends. Audite tes amis. À qui tu consacres ton temps. Il faut pas choisir n'importe qui comme ami. Lorsque tu choisis quelqu'un que, soi-disant, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble, au fait, tu es plus fidèle à ton passé qu'à ton avenir. Tu choisis des amis en fonction du passé et non en fonction de l'avenir. Il y a ce qu'on appelle le principe de 33%. 33% de ton temps avec ceux qui sont au-dessus de toi, ils vont te tirer vers le haut. 33% avec ceux qui sont au même niveau que toi, le fait aiguise le fer. Vous vous associez ensemble, vous allez grandir ensemble. Et 33% avec ceux qui sont en bas de toi pour les tirer vers le haut. Pour que toi aussi tu puisses montrer l'échelle, tu puisses donner l'échelle en bas vers ceux qui sont en train de monter. Donc, il faut évaluer ça. Ne choisis pas n'importe qui comme ton ami. Avant de choisir tes amis, quelles sont toi-même tes valeurs? Quels sont tes principes? Donc, qui doit être mon ami? Parce que si tu es la 5e personne, j'ai l'habitude de dire, si tu as 4 amis riches, tu seras le 5e. Si tu as 4 amis pauvres, tu seras le 5e. Merci. Alors, en parlant d'éducation, et enfin moi, ce que je crois réellement, c'est que tout est mis en place pour contrôler les masses et donner à cette masse une direction. C'est-à-dire que ceux qui dirigent le monde produisent des systèmes pour nous distraire, pour que nous ne pensons pas à notre avenir, et voilà, pour que nous passons plus de temps à danser, à regarder des vidéos sur YouTube, et la musique, passer plus de temps dans le divertissement, plutôt qu'à se poser des véritables questions. Ce que j'ai envie de savoir, comment parvenir à développer cette capacité à diriger. Une fois qu'on est devenu leader dans un domaine bien spécifique, il y a Simone Sinek qui a dit qu'un leader sans titre, vaut mieux être un leader sans titre, mais avec la capacité de diriger, que être un leader avec un titre, sans avoir la capacité de diriger. Comment développer cette capacité et diriger les personnes qui nous suivent dès lors quand on arrive dans notre couloir? Il faut qu'on revienne d'abord en arrière. Tu vois, TikTok. J'ai vu une vidéo qui circulait, soit disant que en Chine, on n'utilise pas. Ouais, TikTok est limité. Et à tel âge, tu peux pas passer plus de 45 minutes sur TikTok en une journée. Il n'y a pas de limite chez nous. Ça, c'est un. 2,
une étude, ils ont fait une étude pour voir les enfants en Chine. Ils ont demandé qu'est-ce que vous voulez devenir. Et les enfants aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez devenir? Aux États-Unis, les enfants disent, ah, on veut devenir des influenceurs et des influenceuses à cause de TikTok et Instagram et autres. En Chine, on a demandé, qu'est-ce que vous voulez devenir? On a dit des astronautes. Parce que sur TikTok, en Chine, ce sont des vidéos qu'on passe. Les enfants regardent plus ces genres de vidéos d'invention, d'innovation. Ici, c'est pire, on change d'habit et on danse. Depuis que tu danses là, est-ce que ta vie a changé? Nous avons un sérieux problème. Nous sommes distraits. Et tout ça, comme tu l'as dit, c'est fait exprès pour qu'on passe de l'essentiel. Pour qu'on puisse passer la plupart de notre temps à être distrait et à passer du temps à faire des choses inutiles qui ne contribuent en aucun cas à notre évolution. Et le système éducatif, la même chose. Parce que il y a une école en France, à partir de 2 ans, c'est une grande salle. Et on met l'enfant dans la salle, et il y a des jouets. Et le jouet que l'enfant prend chaque jour. On commence par, peut-être s'il prend le ballon tous les jours, c'est que, suivant l'enfant là, a une passion ou un potentiel. Donc, le jouet que l'enfant prend est un indicateur. Nous n'avons pas ce genre de système ici. Non, je me rappelle au Bénin, j'animais une conférence sur le campus dans une université publique. Quand un des jeunes me disait qu'en réalité, eux, ils font 42 matières en première année. 42 matières. Pour devenir chômeur. Pour devenir chômeur, tu fais 42 matières en première année. Pour faire quoi exactement? Donc, on donne tellement d'informations qui sont inutiles à l'évolution de l'être humain. Et l'essentiel est à côté. Et quand nous créons, moi j'ai un centre de formation en marketing digital, et quand nous créons, quand les gens comme nous, parce que nous, c'est ça fait aussi la différence. Il y a des gens qui parlent pour parler, mais qui ne créent rien. Moi, je crée un centre de formation en marketing digital pour les jeunes, et dans 6 pays. Et que nous donnons des compétences pratiques aux jeunes qui peut lui permettre, après 3 mois de formation, d'être déjà opérationnel dans un domaine professionnel. Pas faire une étude de 6 ans et se retrouver encore au chômage. C'est un péché économique. On ne peut pas payer ta formation pendant 6 ans et tu vas aller faire stage, et tu vas aller faire ci, et tu vas aller faire ça. C'est grave. Moi, j'ai reçu des enfants. J'ai reçu un enfant de 11 ans en stage dans mon cabinet. J'ai dit à la maman, personne absolument ne dit que ton enfant doit avoir 22 ans avant d'aller en stage. Elle peut venir. J'ai reçu 12 ans, j'ai reçu 11 ans, j'ai reçu 15 ans dans mon cabinet pour faire stage. Stage professionnel. Avec un cahier de charge, avec des objectifs bien définis. Voilà l'heure d'arrivée. Un enfant pareil devient très responsable très tôt. Parce qu'il a appris à recevoir des responsabilités. Et à rendre compte, à faire un rapport. Que d'avoir 23 ans et d'être toujours en train de tourner en rond à la maison et être inutile et avoir un portable, avoir un forfait et regarder les vidéos en ligne. Donc, je pense qu'il y a une grande distraction. Et ce qui est plus dangereux, c'est que ça devient encore pire. Oui, ça va s'empirer. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je te félicite pour ce genre de travail, parce que nous avons besoin de ce genre de contenu. Pas juste critiquer les autres. Nous devons aussi proposer quelque chose. Je suis sûr, parmi ceux qui nous regardent, certaines personnes qui ont les moyens, qui ont les possibilités, doivent accompagner ce genre d'émission, ce genre de contenu, pousser ça pour dire comment est-ce qu'on peut t'aider. Pas juste se plaindre de ce que les autres font. Mais nous devons nous entraider en français. Donc, entraider, nous soutenir. Et c'est ce qui se passe. Le PDG de TikTok, quand il est rentré aux États-Unis, il était stagiaire à Facebook. Quand il est rentré des États-Unis, et il rentre chez lui, il rencontre 2 jeunes qui lui présentent un projet. Il dit, waouh, ça c'est un bon projet, on peut lancer ça. C'est comme ça que TikTok est né. Donc nous devons nous soutenir des projets qui proposent ce genre de contenu concret, qui permet
à nos jeunes d'être conscients et à des professionnels aussi de recevoir des compétences davantage. Maintenant, comment est-ce que je développe des compétences pour diriger les autres? Je dirais la première personne à diriger, c'est moi-même. Si je suis incapable de me diriger, je ne peux pas diriger les autres. Est-ce que je suis une personne disciplinée? Est-ce que je respecte ma parole? Est-ce que je suis une personne qui est à l'heure? Est-ce que je suis une personne ponctuelle? Est-ce que je suis une personne avec de bon caractère? Est-ce que mon langage est un langage respectueux? Est-ce que moi-même j'ai des valeurs, j'ai des principes? Ou bien je suis un voleur? Comme un de mes mentors a dit, la plupart, la raison suivante pour laquelle nous avons des problèmes en politique, c'est parce que celui à qui vous confiez un bien public, d'abord n'a pas encore bien géré un bien privé. Ça devait être un test. Quel est le résultat de la gestion de tes propres biens? Là, on peut te confier maintenant bien public. Mais si la personne déjà est incapable de payer une domestique à la maison, il doit sa domestique, pas parce qu'il n'a pas l'argent. Et c'est une personne pareille qui va payer maintenant. Non. Donc, je pense que le problème pour diriger les gens, nous devons d'abord apprendre à nous diriger. D'où l'importance de leadership personnel avant le leadership public. Donc, avant de dire que je vais devenir patron, je vais diriger des employés, il faut d'abord que je me dirige. Il faut que j'ai de résultats palpables en ce qui me concerne. Maintenant, j'ai cité un peu quelques valeurs en ce qui concerne la ponctualité, le respect des autres, le langage, le caractère. Est-ce que moi-même d'abord, il faut d'abord que j'aille développer ça. Parce que la meilleure manière de diriger les gens, c'est d'être un modèle. C'est d'être un exemple. Ce n'est pas de parler. You know, people say in English that, people say, don't do what I say, do what I do. Sorry, don't do what I do what I say. Ce sont les mauvais leaders qui disent, ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Non. La meilleure manière de diriger, c'est de diriger par exemple. C'est d'être le modèle qu'on veut montrer. De cette dette-là, c'est de diriger les gens en le faisant. On dit lead the talk. C'est de diriger les gens en faisant, en étant exemple. Je me rappelle de Simon Sinek que tu as cité, qui disait que il était allé manger dans un restaurant. Et le jeune qui l'a reçu était tellement courtois, respectueux. On voyait qu'il était passionné de travail. Il les a bien reçus, c'était très bien. Et il lui demande, est-ce que je peux savoir pourquoi tu te donnes autant à ce travail, passionné? Il dit parce que mes leaders sont de bons exemples, bons modèles. Ils nous encouragent, ils nous motivent, ils nous encouragent, ils nous motivent. Je vais décortiquer ça après. Ils nous motivent. Quand ils passent, c'est pour nous aider, c'est pour nous soutenir moralement et autres. Il dit, mais par contre, je travaille de l'autre côté, dans tel restaurant. Là-bas, quand les leaders passent, c'est pour vous attraper. C'est pour vous critiquer. Et là, on est obligé d'être... il n'y a pas l'amour du travail. On le fait parce qu'on est obligé de le faire. Il dit que c'est ce qui m'affecte. Ce qui fait que quand je suis ici, je suis prêt à tout donner. Ça veut dire quoi? Un leader doit avoir un système de motivation. Moi, il m'arrive de prendre mon personnel et de sortir aller manger les soirs. En surprise, je dis ce soir, on va manger. Ou un samedi, je dis, on sort, on va à tel événement. Et on passe du bon temps ensemble. Il m'arrive des fois de dire, je m'assieds au milieu d'eux pendant une bonne période donnée. On travaille ensemble dans le même bureau. Et je le fais exprès. Parce que je veux montrer un bon exemple. Donc, mais si les gens ont du mal à rester à côté de toi pour travailler parce qu'ils ont peur ou quelque chose, il y a déjà un problème. Quand tu lis le livre My Vision, le roi de Dubaï, un livre excellent en leadership et management. C'est le seul pays où c'est le seul moment où je vois où l'État gagne la compétition avec les privés sur l'excellence en management. Donc, lorsqu'il y a une compétition, concours de meilleur management, meilleur customer service, c'est l'État qui gagne. Le service public gagne l'excellence en management, l'excellence en customer service. C'est extraordinaire. Parce qu'ailleurs, moi-même j'ai vécu ce matin.
Je vais pas citer le nom. On m'a dit, fais-le à ma porte. Je dis, ah, pourquoi? Parce qu'on est en tenue et les gens se croient vraiment au-dessus de tout le monde. Et cette personne a besoin de notre formation en leadership. Oui, certains pays ont compris, il y a des formations de leadership pour les hommes en tenue. Il y a des formations en leadership, en management, en customer service. Pour ceux qui sont au service public, on doit les apprendre. On va pas dire oui parce que on le fait le travail. Non, on doit avoir un programme de renforcement de capacité pour ces personnes qui sont au service du public. Ils doivent mieux, ils sont là pour servir. Ils sont pas là pour contrôler, ils sont pas là pour détruire, ils sont là pour servir. Et alors, il faut que leur cœur soit enseigné. Sinon, la personne vient avec tous ses bagages de la maison et vient déverser sur vous. Mais parce que il y a un problème de manque de formation. Il y a un problème et c'est pour ça qu'un leader est le premier formateur de son entreprise. Quel moment tu passes avec ton personnel en termes de renforcement de capacité? Si tu ne peux pas payer des formateurs, ok, je donne quelques exemples, quelques stratégies rapidement. En tant que leader, je peux payer des formations pour mon personnel, que ce soit à l'extérieur ou inviter des formateurs à l'interne pour payer. C'est ce que je fais depuis 10 ans. Il y a des entreprises où nous avons fréquenté, où nous avons proposé des formations, où l'entrepreneur te dit non, s'il ne sait pas faire, je vais le changer. Et la question c'est, tu vas changer jusqu'à quand? Tu vas changer chaque 6 mois, tu vas changer chaque mois. Pourquoi ne pas former? Pourquoi ne pas investir en eux et voir le résultat que ça va donner? Donc, un leader, c'est quelqu'un qui investit dans les autres. Il y a un système, je peux voir ça? Il y a un système qu'on propose aux entreprises. C'est de créer ce qu'on appelle le book club. Le book club, c'est que le chef d'entreprise ou le responsable identifie un besoin de son équipe. Peut-être la productivité. Et il cherche un livre sur la productivité. Et chaque vendredi, 30 minutes seulement, c'est suffisant. Ou 1 heure, c'est suffisant. Chaque semaine chacun doit lire un chapitre. Quand vous lisez le chapitre le vendredi, pendant 30 minutes, on échange. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Vous investissez en eux. Le livre coûte combien? Peut-être 15 000. Photocopier chaque chapitre à chacun. Avec 20 000 francs, vous avez investi dans votre équipe. Disons que vous avez des responsables et qui ne sont pas efficaces. Vous avez acheté des livres sur le leadership. Vous demandez à tous les responsables, tous les vendredis, vous êtes dans mon bureau. Nous allons échanger autour de la lecture de ce livre et améliorer notre leadership, améliorer notre manière de diriger. Juste le livre change déjà tout. Même si vous n'avez pas des millions pour payer pour des formations, c'est combien? 20 000 francs. C'est pour ça que le leader lui-même, je reparle là, il doit aller se faire former pour connaître déjà ses principes. Mais s'il ne connaît pas ça, s'il ne sait pas que ça existe, comment il pourra mettre ça en pratique? Il y a ce qu'on appelle le défaut de compétence. Le leader doit être quelqu'un qui identifie le défaut de compétence dans son personnel. Il doit analyser, il doit identifier et proposer maintenant les contenus qui va les aider parce que le défaut de compétence empêche et ralentit la réalisation de la vision. Si la vision doit être réalisée en 2 ans, on va passer 25 ans sans jamais la réaliser. Parce qu'il y a un défaut de compétence. Et défaut de compétence, quand ça vient même au niveau du leader, c'est encore plus dangereux. Thank you. Alors, je sens le besoin de se former continuellement lorsqu'on devient leader. Mais l'observation que je fais de mon environnement, de notre environnement au Gabon, en Afrique et particulièrement, je dirais même chez nous les Noirs, nous avons du mal à nous former. Nous avons du mal à nous former. Et voilà, nous avons du mal avec la lecture. Ouais. Nous avons du mal à repartir, à suivre des formations leadership. Oui. Un instant, regarde. Lorsque j'ai un enfant et que c'est grave. J'ai un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, et je lui achète un cadeau d'anniversaire. Les gens achètent quoi souvent? Ah, c'est des jouets. Des jouets, des téléphones. Des habits.
Des vêtements. Personne n'achète ceci comme livre, comme cadeau d'anniversaire à son enfant. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quand tu achètes habits, chaussures, le matériel, l'enfant devient matérialiste. Il se dit, le jour le plus important pour moi, on m'a donné une chaussure. Alors, automatiquement, il fait le lien que chaussure est importante. Parce que c'est ça qu'on m'a donné le jour le plus important de mon anniversaire. Ce qui fait que il peut pas avoir de l'amour pour la lecture. Parce qu'on lui a jamais dit que c'était la chose la plus importante. Alors que ceci peut lui permettre d'avoir beaucoup de chaussures demain. Et ne jamais manquer de chaussures. Donc si, comme quelqu'un a dit, ne prenez pas les livres comme les livres. Prenez-les comme des trésors où je peux puiser des milliards. Je peux puiser des entreprises. Je peux puiser la joie. Je peux puiser l'évolution professionnelle. Je peux puiser Donc, il faut voir ça comme ça. Que c'est comme si c'est un puits. Où quand je lis, je dois puiser. Je ne suis pas ce que je suis sans la lecture, sans les formations de centaines de mille et de millions. Je serai jamais à ce niveau. C'est pas une question de chance. Un garçon de rue ne doit pas être à ce niveau où je suis aujourd'hui. Cette année, en décembre, je vais déjà faire au moins 8 pays. En décembre, au moins 8 pays. En décembre. Un garçon de rue, travailleur dans toilette publique ne doit pas être là. Mais, j'ai compris que le secret c'était ça. Et j'ai fait des livres les plus proches de moi. Il y a des moments où tu me verras jamais sans un livre. Non, c'était impossible en son temps. Tu me verras jamais sans un livre. Et je fréquentais que des personnes qui lisaient. Oui. Nous, on faisait ce qu'on appelait des compétitions constructives. Pas des compétitions destructives qui peuvent boire plus de bière. Mais plutôt qui peut lire plus que l'autre. Ce sont des compétitions constructives. Donc, si la jeune fille a grandi, alors que ses chaussures on lui achète, ses habits on lui achète, quand elle grandit, si un homme lui achète un livre, elle va lui dire que tu es malade. C'est quoi ce livre que tu m'achètes? Tu dois m'acheter le matériel, c'est ça on achète aux gens. Parce que c'est ce qu'on lui a toujours dit qui est important. Mais si elle grandissait dans un environnement où on lui dit voilà le plus important dans la vie, lire. Et qu'à chaque fois qu'elle voit un livre avec un papa, ouh, elle est contente. C'est pour ça que demande à une femme, conférence ou boîte de nuit, conférence ou restaurant. Le choix est facile. Le choix est facile. Wow. C'est dommage. Tout à l'heure, tu as parlé de ces leaders qui ont cette attitude de patron, etc. Et moi, dans mon observation, j'ai l'impression que les leaders ont du mal à établir des relations avec leurs employés, avec leurs collègues. Comment un leader peut parvenir à établir des bonnes relations avec les personnes qu'il dirige? Lorsque je me retrouve, tu vois, l'erreur qu'on fait, c'est quoi? Je suis en haut et les autres sont en bas. Et même si j'ai la volonté d'établir de bonnes relations avec eux, ça sera compliqué parce qu'ils viendront pas vers moi. Donc, le leader, c'est lui qui se déplace. John Maxwell disait dans un livre, quand il a recruté un nouveau, et quand il recrute quelqu'un de nouvellement, j'ai commencé à faire ça. Il dit, dans cette période, dans la période où tu es recruté, il fait tout possible pour que tu l'accompagnes partout. Alors, et pendant que tu l'accompagnes, il échange. Donc, j'ai compris que c'est à toi d'appeler, c'est à toi d'inviter. Leader, prends le temps. Tu tapes sur YouTube, tu verras John Ivey. Il y a une vidéo qui dit le gars qui mange, qui déjeune avec Steve Jobs tous les jours. C'est lui le responsable du design de Apple. Mais tous les jours, il doit déjeuner avec Steve Jobs. Donc, c'est le leader qui doit inviter les autres. Arrêtons de faire patron.
Et c'est à toi d'inviter et dire comment tu vas. Et comme Simon Sinek le dit, that when you ask people how you doing, you really wait for the answers. Quand tu demandes à la personne comment tu vas, tu attends la réponse. Pas que tu le dis parce que, oh oui, bon, oui. Une formalité. Une formalité. Tu attends vraiment la réponse pour dire comment tu vas. Oh, ça va bien, mais juste, ah, d'accord. Donc, le leader doit s'intéresser aux autres. John Maxwell parle de 32 seconds, la loi des 32 secondes. Quand, en tant que leader, je viens en réunion, les 32 premières secondes sont pour les gens. Wow, John, tu as une belle chemise, hein? Ah, tu as porté de belles chaussures aujourd'hui. Ah, c'est bien ça, tu es beau là. Les premières 32 secondes, donne ça aux autres. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui crée les connexions. Il n'attend pas que les gens viennent frapper à sa porte. Il y a ce qu'on appelle on appelle ça, the open door policy. La politique de la porte ouverte. Qui veut dire, le leader peut pratiquer cette politique qui consiste à laisser sa porte ouverte. Il faut pas, tu fermes la porte, tu dis non, est-ce que tu es venu me voir? Et j'ai dit, je t'ai renvoyé. Ah, boss, même ton visage là, ça n'invite pas. Donc, tu laisses ta porte ouverte, tu permets aux gens de venir. Et quand ils donnent des idées, quand ils donnent des idées, tu peux rejeter l'idée sans rejeter la personne. Mais les gens, quand tu rejettes la personne, il viendra plus jamais. Le leader a créé la connexion. C'est lui qui crée le lien. Les 5 niveaux de leadership de John Maxwell. Donc, c'est lui qui crée le lien. C'est lui qui se déplace. C'est lui qui doit s'intéresser aux gens. Et des fois, gift, donne des cadeaux. Juste un petit crédit de 500 francs peut changer quelque chose. Un déjeuner, un jour peut changer quelque chose. Donc, le leader se voit comme un Dieu, en réalité, qui crée l'environnement favorable pour son personnel, d'émerger. People must be happy to come to work. Les gens doivent être heureux de venir au boulot. Ils doivent être contents de venir parce que quand on vient, on est inspiré. Quand on vient, on est en joie. Quand on vient, on a envie d'y rester parce que notre boss crée l'environnement idéal. Ça ne se crée pas de même. D'où l'importance de la culture d'entreprise que beaucoup de chefs d'entreprise ne connaissent pas. Ils doivent apprendre qu'est-ce que c'est la culture d'entreprise, la culture organisationnelle. Et la culture d'entreprise est créée de façon intentionnelle ou créée par défaut. Si vous ne vous asseyez pas pour dire, OK, créons une culture pour cette entreprise, ça va se créer par défaut. Donc, c'est le leader qui se déplace, qui s'intéresse à chacun. Moi, j'ai l'habitude de prendre mon cahier et j'écris le nom de John ici. Je tourne la page, j'écris le nom de l'autre ici. Peut-être comment on appelle, Rebecca ou n'importe qui, j'écris. J'ai insisté à dire le nom de la femme parce que il y a des femmes qui vont regarder, vont dire non, lui là, il n'a pas dit le nom d'une femme. C'est pour ça que j'ai mentionné le nom de la femme. Donc ici, j'écris par rapport à John, ok, parce que au fait, j'ai compris que the leader does not build a dream, he builds people that build a dream. Le leader ne bâtit pas son rêve. Il bâtit ceux qui bâtissent le rêve. Et si tu ne prends pas le temps pour bâtir, de construire ces personnes, le rêve ne sera jamais construit. Merci. Il faut prendre le temps de bâtir les personnes et ces personnes-là, en retour, bâtissent le rêve. Comment faire pour, en tant que leader, en tant que manager, lorsqu'on a différents profils, c'est-à-dire des personnes, je crois qu'il y a différents tempéraments, jaune, bleu, vert, rouge. Comment travailler avec ces différentes personnalités? Parce que justement, l'importance de relations en leadership, il y a quelqu'un qui a dit que le leadership sont des relations. Il faut être capable d'établir des relations avec les autres pour devenir ce leader-là. Mais lorsque, dans un département, dans notre entreprise, on se retrouve à travailler, à collaborer avec des personnes qui ont des profils différents, comment réussir? Tu vois, Adam était dans le jardin d'Éden. Il avait des collaborateurs. Il avait le lion qui vient faire peur. Je ne veux pas. Girafe.
qui va aller regarder ce que les autres sont en train de dire. Ah, chef, voilà ce qu'ils sont en train de dire. Le serpent qui cherche toujours, qui est rusé à te mordre. C'est la même image dans une entreprise. Vous n'aurez jamais un groupe de même personnalité. C'est pas possible. You will always have to deal with different personalities. Vous aurez toujours affaire avec différents types de personnalités. La première chose à savoir, c'est ça. Que je n'aurai pas deux Rebecca. Non. Ils seront toujours différents. J'aurai toujours plusieurs personnalités dans mon équipe. Et c'est un avantage. Je ne dois pas voir ça comme un inconvénient. Je dois voir ça comme un avantage parce que j'ai besoin, our differences make us complete. Ce sont nos différences qui nous complètent. Donc, cette différence, moi, j'en ai besoin. Parce que chaque personnalité, chaque perspective, chaque personnalité, chaque force, chaque personnalité, chaque faiblesse. Donc, c'est un avantage pour le développement de l'entreprise. Je peux miser sur ça pour vite avancer. Je peux aussi mal gérer et ça va faire couler l'entreprise. Donc, la bonne gestion de cette différence que nous avons conduit et devient une force et permet à l'entreprise d'évoluer à une grande vitesse. Je sais qui envoyer au marché pour l'étude de marché. Je sais qui négocier dans mon équipe parce que je connais sa force. Je sais qui ne doit pas rencontrer le client, peu importe la formation qu'on lui a faite. Je sais qui envoyer lorsqu'il faut négocier avec des partenaires. Je sais qui envoie. Je sais. Vous voyez, je connais chacun parce que je connais leur personnalité et je vois ça comme un avantage pour bâtir l'entreprise. C'est la toute première chose. Je sais qui a envoyé. Je sais qui me représentait à certaines réunions en fonction de la personnalité de chacun. Donc, la première chose pour moi, c'est que le leader doit voir ça comme un avantage. Il doit voir ça pas juste comme un avantage. D'abord comme un avantage concurrentiel. 2, il doit voir ça comme une force pour l'entreprise et non comme une faiblesse. C'est la base. Après ça, comment je gère maintenant? D'abord, j'accepte qu'ils ne sont pas les mêmes. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est One Minute Manager ou One Minute Leader, quelque chose, j'ai oublié. C'était un petit livre comme ça, mais qui m'a beaucoup aidé. Et qui parlait des 5 styles de leadership. Et qui expliquait que chaque personne, son style. Il y a des gens à qui c'est le style de délégation. Celui-ci, il faut déléguer seulement. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens à qui on ne délègue pas, on coach. Parce que si tu délègues, le travail sera encore sur la table. Il n'est pas mauvais, mais c'est juste sa personne. Et pour le moment, et encore que 2 ans plus tard, il peut devenir quelqu'un à qui on délègue. Donc, il faut étudier chacun. Il y a ce qu'on appelle en leadership. Les gens parlent de leadership. Mais le monde francophone n'a pas encore découvert ce qu'on appelle leadership. C'est un autre concept de leadership. Il y a leadership. Et leadership, c'est diriger les gens tels qu'ils sont et non tels que nous sommes. Donc, lorsque vous épousez le concept de leadership, vous apprenez à diriger chaque personne en fonction de sa personnalité pour obtenir le meilleur résultat. Thank you. Et ça, est-ce que c'est pas difficile dans le faire? Parce que, je crois que certains leaders, certains managers, ils veulent que les gens soient comme eux. Et donc, mais quelque part, ils ont du mal à apprécier les qualités que les autres peuvent avoir. Tu vois, Tim Lai parle de les 4 tempéraments, par exemple. Il a écrit un livre qui s'appelle Opposite Attract, les opposés attirent. Lorsque vous avez 2 têtes dans une entreprise, le chef est peut-être son vice ou quelque chose, ou la directrice, son adjoint, ou les 2, si vous avez les mêmes personnes qui sont peut-être tempérament de colérique,
l'entreprise va s'exploser. Ça, là, c'est clair. Parce que quand celui-ci va dire, ah, on va jamais accepter, l'autre va dire, c'est vrai. Ça va exploser. L'idéal, c'est que si celui-ci est colérique, l'autre doit être mélancolique. Pour que le mélange, quand la dame va dire, on va pas accepter, l'autre va dire, madame, c'est vrai, hein, mais on va voir un peu comment est-ce qu'on peut, on va étudier, on va voir. Donc, ça se calme. Et quand c'est le leader principal qui est mélancolique, qui dit, ok, ou bien flegmatique qui est pire, ok, on va voir si ça va marcher. Ah, lui va dire, non, patron, moi je pense que non, il faut qu'on fonce. Ah, c'est une opportunité pour nous. L'autre dit, ah, c'est vrai, hein, tu as raison, il faut vraiment qu'on fonce, vas-y. Donc, les deux se complètent. Donc, le leader ne doit pas forcer les gens à avoir son tempérament. Il peut forcer les gens à développer ses compétences. Mais pas son tempérament, c'est dangereux. Ils vont mettre le feu à la maison. Ils mettront le feu à la maison. Alors, avançons. Je ne sais pas si, en discutant dans une des conversations avec l'un de mes invités, où on parlait des finances, il a pris un exemple sur l'autonomisation des systèmes. Et j'aimerais qu'on discute sur l'autonomisation des systèmes, des organisations, des entreprises. Et l'un des moyens, c'est le mentoring. Mentorer les gens. Est-ce que les leaders, je sais pas, peut-être que tu as dû faire cette observation, mais est-ce qu'en formant les gens, en côtoyant les chefs d'entreprise, est-ce que tu as fait le constat qu'ils mentorent facilement d'autres leaders? Le problème du mentoring, je pense que la première chose, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est le mentor. Et ceux qui choisissent aussi le mentor ne savent pas comment choisir un mentor. C'est une relation mutuelle. Le mentor apporte. Le mentoré aussi, le protégé, apporte dans la relation. Et quand le concept n'est pas bien enseigné, elle est, comme Miles Monroe dit, that when the purpose of a thing is not known, the abuse is inevitable. Lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Et lorsque le but du mentoring n'est pas connu, on va forcément abuser. Ça peut être le mentor, ça peut être le protégé, on va vraiment abuser de cette relation. La réalité, c'est que nous avons tous besoin du mentor. Je suis assis ici, aujourd'hui, parce que j'ai bénéficié des conseils, de coaching des mentors. Les gens m'ont aidé à ne pas gaspiller ma vie. Les gens m'ont orienté. Un jour, j'étais en train de parler avec mon leader, mon mentor, je dirais, par rapport à une problématique au sein de mon entreprise. Il a juste dit, je pense qu'il te faut aller à DLA, un centre de formation au Nigeria. Il dit, nous avons l'habitude de partir et j'envoie chaque fois aussi mes leaders. Je pense que ça va vous aider. Ça a tout changé pour moi. Il m'a pas donné de l'argent, mais ce qu'il m'a donné me rapporte jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà près de 10 ans. Donc, je pense que on a tous besoin du mentor. C'est une nécessité. C'est un besoin capital. Même si tu penses que tu es déjà arrivé sur cette terre une fois et que tu es mort, tu es revenu, tu es un cadre, ici, là, quelqu'un doit te montrer le chemin. Quelqu'un doit te guider. Je ne parle pas de mentor en termes de oui, il faut quelqu'un pour te montrer les rouillages. Non, je ne parle pas de ce genre de choses. Je parle de conseils. Je parle de quelqu'un que son résultat t'inspire. Quelqu'un que ton rêve de demain est son actualité d'aujourd'hui. C'est sa réalité d'aujourd'hui. Et qui peut te guider sur comment y arriver. Et permettez-moi de dire, regardez les vidéos de quelqu'un sur YouTube, ne faites pas de la personne votre mentor. C'est un modèle que vous suivez, c'est pas un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un à qui vous avez accès. Il y a un échange. Pas que tu regardes quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu regardes sa vidéo, tu dis, c'est mon mentor, il n'est pas ton mentor. Il te connaît même pas. C'est un modèle que tu suives, c'est tout. Yeah. So, maintenant, comment être un bon mentor? La première chose, c'est de connaître le besoin des protégés. Qu'est-ce que la personne recherche? Où est-ce que la personne, quelles sont ses aspirations dans la vie? Quelle est sa vision?
Quelle est son ambition? Tu peux pas accompagner quelqu'un si tu sais pas où il va. Tu dis, oh, je peux vous déposer devant. Je dis, d'accord, mais tu sais même pas là où la personne va. Donc, il faut forcément que je sache où tu vas pour mieux t'accompagner. Maintenant, du protéger, il faut savoir que la plupart des gens n'auront pas de mentor et ils n'auront jamais en avoir, tant qu'ils ne connaissent pas ce principe que je vais partager. Parce que le mentor est quelqu'un qui est sollicité par beaucoup de personnes. Ne pense jamais que tu es la seule personne Non, il y en a beaucoup. Et si tu veux qu'il soit ton mentor, c'est parce qu'il dirige, c'est un énorme résultat. Donc, il n'a pas ton temps. Donc, beaucoup de personnes viennent avec l'état d'esprit de venir prendre. Sois mon mentor, c'est que je vais prendre chez toi. Non. Va chez un mentor en lui proposant quelque chose. Propose-lui, il a des problèmes, il a des difficultés. Qu'est-ce que toi, tu peux lui donner en retour pour que tu puisses gagner de place dans son cœur? Il y a un jeune qui m'a eu. Il m'a écrit, il dit, j'ai analysé votre chaîne YouTube et je vois que ce n'est pas monétisé, c'est pas professionnel, il y a telle insuffisance sur votre chaîne. J'aimerais vous accompagner pour vous aider à faire ci, ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. En une semaine, on est passé à des milliers. Ouais, intéressant. YouTube m'envoie un mail. Mais dès aujourd'hui, vous êtes partenaire de YouTube, vous pouvez... c'est intéressant ça. Il m'a eu. J'ai commencé à lui proposer aux gens. J'ai commencé à lui proposer ici, par là, fais comme ça. Ah non, il faut faire ça. Il a une place dans mon cœur. Parce qu'il a su analyser un besoin. Mais donc, s'il venait vers moi pour dire, soyez mon mentor, mon frère, moi-même, j'ai pas le temps. Cherchez toujours ce que vous pouvez apporter dans la vie du mentor. Trouvez un vide, trouvez un besoin, et ça existe toujours. Il n'a pas le temps de faire quelque chose. Demandez-lui. Je peux vous aider à corriger vos textes que vous publiez sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai, j'en ai vraiment besoin. Je peux vous aider les samedis. Moi, je faisais la lessive. Oui, de mon mentor. Tous les samedis, je faisais sa lessive. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller faire la lessive. Je ne demande pas forcément parce qu'en son temps, il y a 10 ans, c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité aujourd'hui. Tu verras pas un jeune qui va faire ta lessive, hein. Aujourd'hui, là. Ça, c'est pas possible. Mais nous, en notre temps, c'était un honneur de servir nos aînés parce qu'on savait que on gagnait énormément. Et je ne serai jamais ici si je n'ai pas servi à ces mentors. Une dame principalement qui avait créé une école, sur qui j'ai servi, qui était mon mentor, qui reste toujours. J'étais agent d'entretien dans son école en 2006. Quand elle voulait créer l'école, j'étais agent d'entretien. Des années plus tard, aujourd'hui, voilà qui je suis. Je suis consultant pour des centaines d'écoles dans le monde. Parce que j'ai servi sur une dame qui avait une grande vision. J'ai appris à diriger une école grâce à elle. J'ai des écoles aujourd'hui. Grâce à elle, elle m'a enseigné, elle m'a coaché. Donc, on ne peut pas réaliser certains niveaux de résultats sans mentor. Il vous faut un mentor. Même si ça va vous coûter de l'argent ou du temps, il le faut. Merci. Maître Monoa dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Comment est-ce que les managers, comment est-ce que un père de famille ou une mère de famille, comment est-ce qu'un leader à la tête d'une organisation peut préparer avec succès sa succession? La première chose, c'est d'avoir une vision qui vous dépasse. La plupart des gens n'ont pas de vision. Quand je mets mon entreprise en place, quand je mets mon projet en place, je crée une vision. Et quand vous voyez les grandes entreprises, que ce soit Steve Jobs et autres, il y a une vision. Entre griffes, j'étais allé pour un travail au Rwanda et en consultation pour une entreprise. Et c'est là que je voyais qu'une entreprise avait une vision quand même de long terme. Et le chef d'entreprise me disait que lui, il a étudié au Japon et étant au Japon,
Ils avaient un exercice et on les a dit de réaliser un business plan. Chacun faisait ses business plans. Eux, les Africains, ils faisaient les business plans de 20 ans. Et les Japonais faisaient les business plans de 200 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on est limité? On a du mal à se voir plus loin, à voir plus loin. Parce que on a du mal. Hélène Keller dit, on lui a posé la question, qu'est-ce qui est pire que d'être aveugle? Elle a dit, avoir la vue, mais ne pas avoir une vision. Beaucoup de personnes l'ont vu, et surtout les Africains. On est incapable de voir au bout de notre nez, au-delà de notre nez. On est incapable de voir demain. On ne voit que maintenant. C'est pour ça que l'Africain, quand tu lui demandes compétence ou argent, donne-moi mon argent. Opportunité ou argent, donne-moi mon argent. Maintenant, au moins je vois maintenant. On est tellement bornés sous aujourd'hui qu'on a demain. On est incapable. On est capable, et c'est ce qu'on fait tous les jours, de sacrifier l'avenir pour un plaisir d'aujourd'hui. On ne peut pas sacrifier le plaisir d'aujourd'hui pour un meilleur avenir. On est incapable de faire ça. Et j'espère que ce genre d'émissions, de vidéos, de prise de conscience vont nous aider à changer de mindset. Donc, la première chose, moi, j'ai élaboré une vision de 2050. Depuis 2018, pour notre entreprise, on est allé jusqu'en 2050. On a élaboré comme ça, c'est là, sur une template. Et dit, voilà là où nous allons. Si je ne suis pas là, mes collaborateurs vont continuer sans moi. C'est ça l'objectif. Il faut élaborer une vision qui vous dépasse. Qui peut être accomplie avec, qui peut être accomplie avec ou sans vous. La plupart des entreprises, quand on a tel entrepreneur, on a telle entreprise avec lui. Et pas avec l'entreprise. Parce que les gens ne savent même pas par où commencer. Ce qui cause aussi des fois la mort précoce. Parce que c'est une entreprise sans vision. On ne sait même pas où on va. La toute première chose, c'est qu'il faut créer une entreprise à long terme pour l'entreprise. C'est la première. La deuxième chose, dupliquez-vous. Ne sois pas le seul Seigneur. C'est pas à toi seul Dieu parle. Ah, Moïse, calme-toi. Duplique-toi. John Maxwell parle de comment se dupliquer. Il dit premier niveau, maîtriser le travail ou l'activité. Deuxième niveau, faites-vous accompagner. Troisième niveau, quand vous faites accompagner, dites à la personne de poser des questions. Troisième niveau, dites-lui de faire lui seul. Et vous observez. Et puis, vous le demandez et laissez-lui surtout la possibilité de faire les erreurs et aussi de faire à sa manière. C'est le résultat qui est plus important. Quatrième niveau, dites-lui maintenant de faire sans vous. Cinquième niveau, donnez-lui un assistant aussi. Là, je crois que j'ai lu le livre Mentoring 101. Donc, vous dupliquez, vous reproduisez ainsi. Vous voyez pourquoi il faut lire, pourquoi il faut assister à les formations et payer cher. Nous organisons les formations et ça fait mal quand vous entendez quelqu'un dire, qui est venu te voir, qui dit, j'ai un problème. Et tu lui dis, ce problème, tu as besoin de formation, c'est tout. Et il te dit, j'ai pas le temps. Ah, d'accord, continue dans ton problème. Et des fois, il fait maintenant l'entreprise. Parce qu'il refuse de se faire former. Il dit, j'ai pas le temps. Comment tu peux dire que tu n'as pas le temps pour ta croissance personnelle? Alors que c'est ton état qui détermine l'état de l'entreprise. Oui, un bon leader aura une bonne entreprise. Merci. Un bon leader aura une bonne entreprise. Alors, tu as dit qu'il faut avoir une vision, il faut se dupliquer. Comment... Ok, il y a cette citation de Miles Monroe qui dit A great leader learn from other people, but never become like them. C'est-à-dire qu'on doit apprendre des autres, mais on ne doit pas devenir comme eux. Mais j'ai l'impression que chez nous, la conception de nos leaders, c'est qu'on doit nécessairement devenir comme eux. C'est-à-dire nous habiller comme eux, parler comme eux, etc. Et du coup, ils ne laissent pas la possibilité aux personnes qui sont sous eux, aux personnes qu'ils ont peut-être mentorées, avoir cette possibilité de diriger avec leur propre style de leadership. Est-ce que quelque part, c'est pas un problème de vouloir que les autres deviennent exactement comme nous? Je pense que chacun a son identité.
Et nous, notre rôle, c'est d'aider chaque personne d'abord à identifier et de le refléter. S'il est dans ma peau, il sera mal à l'aise. Il faut qu'il soit dans sa peau à lui, pour qu'il soit à l'aise. Le plus important, c'est le résultat que nous voulons obtenir. Est-ce qu'en étant dans sa peau à lui, en faisant de sa manière, on peut obtenir le même résultat ou un meilleur résultat? It's okay. So, le leader doit avoir cette patience. D'abord, avoir la patience de laisser les gens grandir. Oui. Ah non. En tant que leader, tu verras beaucoup de folie. Insensé. Mais tu dois juste accepter que is growing up. Il est en train de grandir. Mais quand tu n'as pas cette patience, tu vas t'énerver tous les jours. Oui. Tu vas t'énerver de voir certains comportements. Il va grandir. C'est vrai que entre griffes, certaines personnes, peu importe ce que tu feras, il va jamais grandir. Oui. Donc, il faut les libérer. Il faut se débarrasser d'eux. Mais, beaucoup de personnes vont émerger. Ils vont s'améliorer. Toi aussi, tu n'es pas né comme tu es. Tu as fait des erreurs. Tu as grandi. Tout est amélioré. Laisse le temps aux autres. Et si tu n'étais pas dans ta propre peau, on ne sera pas avec toi. C'est parce que quelqu'un t'a laissé être toi-même. Mais faisons l'alliance entre aider la personne à être lui-même et aider la personne à être une ancienne version de lui-même. Parce qu'il y a des gens qui disent non, voilà comment moi je suis comme ça. Les Salikos dit, il y a des gens qui disent, this is who I am. C'est voilà qui je suis, je ne changerai pas à cause de toi. Non. Ton ancienne version nous fatigue. Il faut que à chaque 6 mois, il y a une nouvelle version de téléphone. C'est pour ça que on nous a pas appris au fait à créer une meilleure version de nous-mêmes. Et à l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Réclamation de notes. C'est pour ça que les gens font encore aujourd'hui réclamation de salaire, d'augmentation de salaire. Parce qu'on ne lui a pas appris que c'est amélioration de compétences qui conduit à une amélioration de salaire. Donc, il fait réclamation au lieu de faire amélioration. Et si ton patron ne peut pas te payer ce que tu mérites, quelqu'un d'autre te payera. C'est clair. iPhone ne va jamais te supplier de venir acheter. Parce que si tu dis, ah non, c'est trop cher, il n'y a pas de souci, quelqu'un d'autre qui a les moyens viendra acheter. Donc, si ton patron dit que tu es trop cher, somebody will buy you. Quelqu'un d'autre viendra t'acheter. Merci beaucoup. Je crois que c'est une conversation qu'on peut avoir pendant des heures. Et je crois certainement, tout dépendra si ta disponibilité nous le permet, on reviendra pour une autre conversation. Il y a généralement des questions qu'on pose à nos intervenants. Ben déjà, quels sont les livres que tu peux recommander aux personnes qui nous regardent pour qu'elles développent, qu'elles continuent de se développer et faire émerger ce leader en eux? Je pense que on en a cité pas mal tout au long du talk. Il y a les livres surtout de Miles Monroe sur le développement du potentiel, la vision. Il y a les livres de John Maxwell sur le leadership, Leadership Gold, les 21 lois irréfutables. Il y a le livre aussi bien sûr de Simon Sinek et Start with Why, qui est très intéressant. Les livres du coach Alex. Donc, je pense tous ces livres-là et tout ce qui a été mentionné lors de l'interview. Et quels sont tes livres, les titres de tes livres? Oui, j'ai un livre sur les pilules du succès, tome 1, tome 2. J'ai les clés de la grandeur. J'ai fait de sa mission de vie, sa profession. J'ai libéré le champion en vous. J'ai le dictionnaire de copywriting. Il y a un dernier que j'ai oublié. Ah, ok. Bah, écoute. Alors, quels sont tes projets? Comment on prend contact avec toi? Les noms de tes différents
comment te trouver sur les réseaux sociaux, comment se connecter à toi? Oui, tapez coach Alex Balogun et sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, et vous me trouvez. Okay, bah, j'ai un site web aussi, alexbalogun.com. Bah, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec lui, à le suivre également sur sa chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu as un mot de fin avant la dernière question? Oui, je dirais, don't deprive the world of what you carry. Ne privez pas le monde de la richesse qui somnole en vous. Merci. Ne privez pas au monde de la richesse qui somnole en vous. Alors, il y a une question qu'on pose à tous nos invités. Je sais que tu en es conscient. Tu sais qu'on est, je dirais malheureusement ou heureusement sur la terre pour une durée. Quel est le message que tu aimerais que l'on retienne de toi? Que j'ai aidé le maximum de personnes à identifier leur potentiel, découvrir leur mission de vie et ils l'ont accompli avec brio. Merci. Coach Alex, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir et un honneur de t'avoir. Merci pour l'invitation. Bah écoutez, on est arrivé au terme de cette conversation. N'hésitez surtout pas. Franchement, j'ai été enrichi et c'était magnifique. C'était magnifique. Je crois que j'ai pris des notes et quelques idées de business que je mettrai en place. Bon, on en parlera prochainement. Mais n'hésitez surtout pas à vous procurer les livres qu'il a mentionnés, à acheter ces livres. Ils sont disponibles où d'ailleurs? Sur mon site. Sur ton site internet, oui, sur oui. Amazon également? Non, juste sur le site, oui. Ok, donc voilà, allez-y sur son site internet, procurez-vous ces livres et procurez-vous le leadership personnel, expliquez à tout le monde 11 étapes pour libérer le leader qui sommeille en vous, la beauté, les dangers des relations, découvrez comment la relation affecte votre vie et comment vous pouvez tirer profit. Alors, avant d'arrêter notre conversation, j'ai un cadeau à offrir à Coach Alex, qui est mon livre de leadership personnel, expliquer à tout le monde. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Wow, merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Merci. Ouais. Bye bye. Storyblocks Audio. Storyblocks Audio.